peu réussir à regagner sa liberté alors qu'il meurt de faim, plus personne ne le nourrit. La forêt entière le renie, lui crie qu'il sent l'homme. Si Coco le marabout réussit finalement à s'envoler et ne revient pas, Tal l'antilope ne s'enfuit que provisoirement et rentre au bercail pour se protéger de l'incendie déclenché dans la brousse par des nouveaux venus maladroits. À l'intérieur de l'espace central habité par le blanc ou les blancs, se met en place une communauté hybride, au sens où l'entend Dominique Lestel. Une communauté hybride homme-animal est une association d'hommes et d'animaux dans une culture donnée qui constitue un espace de vie pour les uns et pour les autres, dans lequel sont partagés des intérêts, des affects et du sens. C'est dans l'animal singulier, et où Lestel reprend la définition qu'il avait déjà présentée en 1996 dans L'animalité, essai sur le statut de l'humain. S'il s'agit bien d'associations polyspécifiques, il s'agit avant tout, dit-il, d'agencements chargés de sens et d'émotions entre des individus qui appartiennent à des espèces différentes. Et l'individualité des protagonistes compte plus que les espèces impliquées. Les individus qui habitent ces communautés développent donc des liens privilégiés les uns avec les autres au cours d'une histoire commune qui se déroule dans un même espace physique. Le point essentiel renvoie ici, dit Lestel, à l'association d'individus singuliers, qu'ils soient humains ou animaux. Je prends un exemple dans la nouvelle Coco le marabout. Coco, pour sa part, semblait bien s'être rendu compte que nul ne lui voulait du mal, pour montrer cette communauté hybride, et que la place qu'elle occupait en hauteur ne gênait ni le chien qui s'allongeait, ni les perruches qui se perchaient, ni les biches qui se trémoussaient discrètement et encombraient si peu d'espace sur leurs pointes, malgré leur corps ondulé et dodu. Et les chats, à tête de panthère, s'étaient remis à leur sommeil du jour. Ça, c'est la communauté hybride. Et puis, un peu plus loin, en arrière-plan, on voit le monde sauvage. Pendant ce temps, tout là-haut dans le ciel, passaient les grands rapaces et les canards migrateurs. La maison du maître constitue, on le voit, une sorte de microcosme idéal, où le loup peut habiter avec l'agneau, comme on dit dans les prophètes, mais où tout se dérègle dès que le maître s'absente. Le boy qui l'a chargé de nourrir Coco garde l'argent pour lui, par exemple, et du coup, l'animal vagabonde et fait des dégâts. Les noirs font également partie de la maisonnée, donc un attendrissant bébé dans l'histoire du marabout, dont on se demande sans cesse si l'oiseau ne va pas l'éborgner. Mais non, au contraire, elle le protège. À la suite des différents changements de maître, Poupa ne parvient pas à trouver sa place dans l'espace central, il n'a littéralement aucune place. L'enclos d'administration était libre, toujours ouvert à Poupa, qui pouvait en sortir et y rentrer à sa fantaisie. Sans être à proprement parler enfermé, il est désormais emprisonné car le monde sauvage lui est inaccessible. Les bêtes sauvages le rejettent et les humains ne veulent pas non plus lui accorder l'hospitalité. On voulait bien s'amuser de lui, mais personne ne tenait à en faire un membre de la famille, pas même un autre. On rejoint la question de l'hospitalité. Troisième et dernière partie, essayer d'être bref, sur la question du point de vue humain, point de vue animal, que je prends dans un sens un peu large de vision du monde. L'intérêt principal des nouvelles n'est évidemment pas dans les stéréotypes raciaux qu'elles continuent à véhiculer de temps à autre. Dans Poupa, ce sont les blancs, plus malins, qui réussissent finalement à capturer l'éléphanteau. Les noirs sont en admiration devant le blanc qui réussit à changer l'ordre des choses qui sont toujours connues. Cela dit, les colons, hommes aux oreilles rouges, l'expression est dans le texte, ne sont pas toujours présentés sous leur meilleur jour, comme ce sergent d'infanterie coloniale, dont l'après-midi avait épaissi la cervelle, et qui saoule l'éléphant Poupa à mort pour se désennuyer. Ou ces nouveaux débarqués, de la graine de ceux qui, le cœur secoué d'émotion, tuent raide la biche apprivoisée de monsieur l'administrateur en chef. Le remplaçant du maître de Tal, l'antilope, appartenait, nous dit de Maison, à cette catégorie d'hommes dont il vaut mieux ne point parler ici, et qui se croient des demi-dieux parmi des êtres facilement jugés primitifs et sauvages. Il s'agit des animaux, un homme au surplus qui n'aurait pas vu d'arbre dans la forêt. Il est frappant de voir que les hommes noirs jouent la plupart du temps simplement un rôle d'intermédiaire. Ils ne sont pas l'objet de la narration, simplement des déclencheurs narratifs. Leur cas n'est pas examiné. Mis à part le cas intéressant et unique du chasseur Nago Konaté, qui a droit à un long portrait plutôt élogieux. Cette quasi-disparition est évidemment parlante sur les impensés de la narration, qui a décidé de se centrer sur les relations que l'homme blanc établit par l'intermédiaire d'animaux isolés avec la nature sauvage. Alors l'intérêt du livre de Maison me semble être plutôt
dans la tentative fictionnelle à laquelle il se livre, en connaissance de cause, parce qu'il connaît bien les animaux, il a lui-même travaillé à les capturer, et en connaissance de cause, donc pour reconstituer, à l'aide de la focalisation interne, la vision du monde d'un animal à chaque fois différent, avec parfois des moments d'endophasie, de discours intérieur, qui vont jusqu'au discours direct libre dans certaines nouvelles postérieures, notamment une qui s'appelle Un animal vraiment sauvage, et qui décrit le combat d'une génisse avec un crocodile, scandé par l'expression intérieure de la génisse « Que faire ? Que faire ?» Disons tout de suite que nous ne sommes pas dans un anthropomorphisme trop prononcé à la Kipling. Les animaux ne parlent pas entre eux, comme Bagheera parle avec Balou, mais il y a chez Demaison un effort comparable à celui qu'on trouve chez Pergaud ou chez Genevoix, pour faire apparaître une psyché, une vie intérieure des animaux dont la richesse nous échappe. La nouvelle la plus longue, Poupa l'éléphant, nous rappelle explicitement, c'est dans le texte, qu'à 12 ans, son crâne volumineux contenait une cervelle égale en qualité à celle d'un enfant de 4 ans. Traiterait-on aussi mal un enfant de 4 ans? La question est implicite. Chaque animal obéit à la logique de son espèce. Chaque animal habite un corps différent qui détermine son rapport au monde environnant, son milieu, comme dirait Vescu. Le point de vue du marabout se déploie autour de son bec, par exemple, qui lui permet de tenir tous les animaux en respect, et de sa hauteur, qui lui permet de les dominer. On lit à propos de Zib le chacal dans une nouvelle plus tardive, son maître l'avait souvent porté tout en haut de la tour, mais il ne comprenait pas encore le jeu de l'altitude et préférait sentir les choses avec son museau, les toucher avec ses dents et ses pattes. Les animaux rêvent. On se souvient du rêve du jaguar dans les poèmes barbares de Le Comte de Lisle.